Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième session du cursus sur la manifestation. À ce stade, si vous avez fait tous les exercices qui vous ont été proposés précédemment, si vous avez écouté attentivement toutes les sessions, vous commencez déjà à prendre conscience de votre pouvoir. Avant d'aborder le sujet que j'ai prévu pour aujourd'hui, je voudrais vous parler de relaxation. Je vous rappelle que la tension ne peut rien apporter de bon, en aucun cas. La relaxation, c'est le confort. La tension et le stress ne créent jamais de confort. Il est très important d'accepter intérieurement cette règle. Si nous voulons créer quelque chose de beau dans notre vie, il est très important que nous ayons un état de relaxation à l'origine de notre intention. À partir de cet état, nous planterons la graine de ce qui est important et significatif pour nous, de ce que nous voulons créer. C'est pour cela que nous nous intéressons à la magie. Observez par exemple une personne surendettée. Elle est tellement dans le stress qu'elle ne peut que reproduire son surendettement. C'est pour cela qu'on dit qu'une personne riche devient plus riche et qu'une personne pauvre devient plus pauvre avec le temps. Bon, bien sûr, les exceptions existent, mais en analysant ces exceptions, nous verrons que la règle de base, elle est respectée. Le bonheur crée le bonheur. La relaxation crée le confort. Il n'y a rien de bon qui peut être créé depuis l'attention. L'attention ne peut engendrer que l'attention supplémentaire. Il y a deux aspects importants ici. Le premier est de s'autoriser à se détendre, car beaucoup de gens ont du mal à s'autoriser à se détendre. Et voici pourquoi. Nous confondons le contrôle et la concentration avec l'attention. Ce sont deux choses différentes. La concentration et l'attention ne sont pas liées du tout. Et malheureusement, la plupart du temps, les gens associent ces compétences l'une à l'autre. En effet, tous les enfants ne développent pas ces compétences dès leur plus jeune âge. Et ils les développent pour la première fois à l'école. Parce que je pense personne d'entre vous n'ont vu leurs parents se concentrer par exemple sur un point sur le mur et être concentrés et en paix en même temps. Mais rappelez-vous combien de fois avez-vous vu vos parents dans un état de concentration tout court? Et comment vous pouvez décrire cet état? Déjà, si vous les avez vus concentrés, très probablement vous les avez vus tendus. Parce que très souvent, nous développons cette compétence en conjonction avec le stress. À l'école, on nous dit de nous concentrer pour résoudre un problème de mathématiques, par exemple. Nous ressentons alors simultanément la pression extérieure qui est liée à l'attente qu'un professeur a envers nous. Il veut qu'on résout ce problème de mathématiques. Et nous apprenons alors en même temps de subir la pression et de nous concentrer. Donc, dans notre tête, la concentration et l'attention se lient, vont de pair, vont ensemble. Et c'est ainsi que nous commençons à penser que la concentration et l'attention ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. En fait, un faux lien est créé qui n'existe pas en réalité. L'attention et le stress ne nous aident pas à nous concentrer sur quoi que ce soit. En fait, pour se concentrer sur quelque chose, il vaut mieux être détendu. L'une des causes du mal de dos est une tension très intense. Et quand on a mal au dos, est-ce qu'il est facile de se concentrer?
Non, c'est difficile, car notre attention est portée sur deux choses à la fois, le mal de dos et le besoin de se concentrer sur telle ou telle chose. Et rappelez-vous mon exemple d'interprète simultané qui ne peut pas travailler sans pause pendant que 20 minutes. Lorsque quelque chose nous fait mal, notre attention se concentre sur ce point et il est très difficile de la déplacer ailleurs. Ainsi, lorsque nous réalisons à quel point nous sommes à la fois concentrés et tendus, nous nous concentrons en fait malgré la tension et non à cause d'elle et surtout pas grâce à elle. Soyez conscient de ce mécanisme. Malheureusement, dans notre vie, la concentration va très souvent de pair avec l'attention. Ce n'est pas correct. C'est pourquoi les pratiques respiratoires sont si importantes. La respiration est la chose la plus importante dans notre vie. Nous pouvons vivre un certain temps sans eau, sans nourriture, sans sommeil, mais nous ne vivrons pas longtemps sans respiration. Il est donc important d'apprendre à respirer. Il est important de ne pas oublier de respirer. Il est très important de respirer avec le ventre, car c'est cette respiration profonde qui permet au psychisme de se détendre. Nous avons de l'énergie et lorsqu'elle est enfermée dans la tension, elle ne circule pas. Lorsque nous respirons à travers nos tensions, lorsque nous nous détendons, l'énergie recommence à circuler. L'énergie peut se tisser dans le tissu de l'être, planter des graines fertiles dans notre champ imaginaire de terre fraîchement labourée, mais enfermée dans la tension, elle ne pourra pas circuler, elle ne pourra pas être employée. Je vous invite donc à pratiquer votre concentration cette semaine en la séparant de la tension. Pour ce faire, vous pouvez simplement vous concentrer sur un point, sur un mur, pendant 5 minutes, en veillant à ce que votre corps soit détendu. Et bien sûr, vous pouvez vous mettre délibérément dans le bon état lorsque vous voulez manifester telle ou telle chose. Vous devez vous détendre et vous devez vous concentrer sur votre intention et c'est ainsi que vous allez déclencher le processus de création. En d'autres termes, vous avez fait un rituel, vous avez fait apparaître quelque chose, vous avez matérialisé quelque chose avec le temps grâce à ce rituel, grâce surtout à l'état dans lequel ce rituel vous a plongé, et vous continuez à vivre votre vie. En réalité, on sait déjà que le rituel a précisément pour but d'aider une personne à se mettre dans cet état désiré. Si vous pratiquiez un rituel assez régulièrement, vous verrez avec le temps que le rituel lui-même n'est plus nécessaire et que vous plongez vous-même dans un état dans lequel vous vous plongiez auparavant à l'aide de tel ou tel rituel. En fait, vous avez créé le schéma. Votre corps, il s'est habitué à arriver dans cet état grâce au rituel. En pratiquant régulièrement tel ou tel rituel, vous apprenez automatiquement à vous plonger dans le bon état. Se dire relax et se concentrer sur son intention, c'est bien, mais si on n'en a pas l'habitude, c'est difficile de le faire tout de suite. Mais si, à la période de lune croissante, à minuit, vous brûlez l'encens dans une pièce préalablement nettoyée, vous mettez des vêtements blancs, confortables, vous vous asseyez dans une posture spéciale, vous prenez cette respiration et ainsi de suite, vous prenez une plume de faucon
et écrivez votre vœu sur du papier de soie à l'encre noire, etc., etc. Alors, le corps et l'esprit non habitués pourra plus facilement se détendre et se focuser sur votre intention, sur votre désir. Et grâce à cet entourage, grâce à ce rituel, vous vous plongez en fait dans l'état désiré. Et pourquoi ne pas effectuer le rituel non pas dans une pièce, mais sur une montagne sacrée, en se déshabillant et en courant autour de feu tout nu, en se débarrassant ainsi de toute honte. En fait, le mouvement est très bon pour relâcher la tension. Et si vous le faites en groupe, tous ensemble, vous augmenterez encore plus le flux d'énergie. Le sentiment de puissance augmentera alors, non pas à travers certaines actions rituelles spécifiques, mais à travers les états que nous recherchons, auxquels nous ne pouvons pas accéder automatiquement parce que nous n'avons pas l'habitude. Une parallèle peut être établie avec les jeunes enfants. Si vous avez des enfants, vous savez probablement combien il est plus facile de les mettre au lit lorsque l'heure de coucher est ritualisée. En d'autres termes, 1 heure avant d'aller au lit, vous leur dites qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Ils prennent une douche, ils se brossent les dents, pourquoi pas sur une musique relaxante. Ils se brossent les cheveux, ils enfilent un pyjama chaud, prennent leur jouet préféré, vont se coucher et vous commencez à leur lire un livre. Vous lisez un conte de fées pendant 10 minutes, puis vous allumez la veilleuse. Au bon moment, les yeux de l'enfant se ferment. Il se détend et il s'endort. Si vous répétez ce rituel jour après jour, au bout d'un certain temps, votre enfant commencera automatiquement à se détendre à l'heure voulue. Cette routine du coucher est également un rituel. Chaque fois que nous avons besoin de temps pour nous mettre dans un bon état d'esprit, nous commençons à créer des rituels. Et c'est la bonne approche. Si le rituel est correctement structuré, il contient toutes les étapes qui nous aident à nous mettre dans le bon état recherché. Le rituel est très utile si nous devons nous mettre dans un état qui ne nous est pas familier. Avec le temps, vous constaterez qu'il suffit d'un effort de volonté pour atteindre l'état que vous souhaitez et qui vous est déjà familier. Le rituel ne sera alors plus nécessaire. Il est possible, bien sûr, de créer un rituel pour une tâche spécifique, de passer par toutes ces étapes pour entrer dans l'état désiré et à la fin de se remplir de confiance et de se sentir ressourcé, de se débarrasser de la tension et de créer quelque chose à partir de cet état. Mais ce qui est encore mieux, c'est de surveiller constamment nos états, d'en être constamment conscient. Si vous apprenez à être conscient de vos états et émotions en permanence, beaucoup de choses dans votre vie deviendront plus faciles et vous serez en mesure d'attirer ce que vous voulez beaucoup plus rapidement. Car l'histoire du pouvoir donné à un enfant est une mauvaise chose. Et rappelez-vous ça de la première session. C'est bien de se mettre dans le bon état avec un rituel, mais c'est encore mieux d'être conscient de ces états pour que l'attention ne s'accumule pas et que l'on soit en permanence dans l'état de créateur.
dans l'état de mage. Plus souvent vous prenez conscience de vos états, de vos émotions, de vos paroles, plus il vous sera facile d'influencer vos états d'un côté et de manifester les choses d'un autre côté. Puisque plus vous serez conscient de votre état, plus de pouvoir vous serez donné. On manifeste les choses à partir des états d'être. Cela fait un moment déjà que je suis dans la pratique spirituelle. Alors, depuis, j'ai développé des espèces de balises intérieures qui me permettent de suivre mon état. Il est très important de ne pas se mentir sur ces états. Suis-je dans un état correct en ce moment ou pas? Et si je suis dans un mauvais état, dans quelle mesure il est mauvais, dans quelle mesure il est disharmonieux, c'est important d'en prendre conscience à chaque variation. J'ai découvert qu'il existait une méthode scientifique permettant d'évaluer la quantité de tension accumulée dans le corps, la quantité de stress dans le corps à un moment donné. Cette méthode m'a beaucoup plu car elle correspondait parfaitement à mes sentiments intérieurs. Cette méthode attirait en réalité mon attention aux changements advenus dans mon corps. Quand je ressens un sursaut de mon état, dans le bon ou dans le mauvais sens, au même moment, je reçois une confirmation sur mon téléphone. Et malgré des années de pratique, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je n'ai pas détecté les sursauts de mon état de stress. Mais comme la notification m'est parvenue, j'ai pu, grâce à elle, en prendre conscience et à entreprendre des actions pour me remettre dans un état correct. Cet outil, d'une part, a confirmé mes observations et d'autre part, m'a aidé à prêter attention au moment où je ne suis pas consciente de mon changement d'état. Il est utile parce qu'il aiguise mon attention sur les moments où je dois être plus consciente, encore plus consciente. Et je vous le dis franchement, rien ne peut être plus utile pour harmoniser ses capacités magiques. Si une personne a appris à être systématiquement consciente de son stress, à en sortir, à respirer correctement, alors elle a déjà acquis la qualité la plus importante d'un magicien, la pleine conscience. Le mot pleine fait référence au fait d'être totalement présent et totalement conscient ici et maintenant, sans jugement ni distraction. C'est une forme de méditation qui consiste à se concentrer sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses sensations physiques, sur ses paroles, bien sûr, tout en restant ancré dans le moment présent. Je vais maintenant vous expliquer le principe de ce petit gadget que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Les différents logiciels ont des indicateurs différents, mais vous comprendrez comment cela fonctionne à partir de mon exemple. En ce qui me concerne, je me rends compte que mon état est passé, par exemple, de 50 points à 30 points. Ça, je le ressens. J'en suis consciente. Mais lorsque 50 est devenu 45, je n'ai pas encore appris à fixer mon attention sur ce point. Je ne me rends pas compte. J'en prends conscience grâce à la notification qui m'est envoyée. Et vous comprenez que le recul dans un état de tension extrême peut être très graduel. Et nous pouvons ne pas s'en rendre compte du tout. Nous pouvons nous habituer à vivre dans cet état et essayer de créer à partir de cet état de tension, ce qui est voué à l'échec.
Comme par exemple s'habituer à vivre avec des fenêtres sales. Je vais maintenant vous parler de cet outil. Vous savez tous qu'il existe une fréquence cardiaque. Notre cœur à tous fait environ 65 battements par minute. Vous pouvez avoir un rythme régulier de 65 battements par minute, mais vous pouvez avoir de différents niveaux de stress. Autrement dit, vous pouvez être stressé sans que le nombre de battements par minute de votre cœur augmente. Dans ce cas de figure, il s'agit de 65 battements par minute et vous vous sentez bien. Et dans un autre cas, il s'agit des mêmes 65 battements par minute, mais vous êtes nerveux, vous êtes stressé, vous êtes tendu. Il ne s'agit pas d'une fréquence cardiaque rapide, mais d'une indication différente. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC. En anglais, on dit Heart Rate Variability, donc HRV. Les scientifiques ont mesuré l'intervalle entre chaque battement de cœur. Ils l'ont ensuite analysé selon une certaine formule. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que là, il s'agit vraiment des mathématiques sérieuses. En gros, les informations sur les intervalles entre chacun de vos battements de cœur sont analysées à l'aide de cette formule. Grâce à ces calculs mathématiques, vous pouvez voir comment l'intervalle entre deux battements de cœur varie. Et à partir de ces valeurs, vous pouvez en dire long sur le niveau de stress de votre corps et aussi sur votre capacité à résister à un stress important. Et vous pouvez même en dire beaucoup sur le rythme de notre vieillissement, car le stress accélère le processus de vieillissement. Donc, les appareils qui mesurent la VFC sont l'Apple Watch, probablement d'autres smartwatches, mais je connais que la mienne. Il existe également toutes sortes de bracelets et de trackers de fitness. Bien entendu, les appareils les plus chers permettent un suivi plus précis. Et je vais vous dire honnêtement, je ne l'utilise que pendant les heures de travail et cela fait un peu plus de 10 jours, mais j'ai déjà appris à mieux suivre les fluctuations de mon état. J'ai une application spéciale, j'en ai testé plein et j'ai trouvé la meilleure, je vous la partage. Et cette application spéciale, elle m'alerte en cas de sursaut dans mes indices. Je vous conseille également de télécharger quelques applications liées à la respiration. Il existe de nombreux types de respiration qui mènent à la relaxation. Bien sûr, la respiration la plus fondamentale est la respiration abdominale. Je vous en parle dans le cursus sur les mudras et vous pouvez trouver des informations là-dessus sur YouTube. Il existe également une méthode anti-stress, la cohérence cardiaque. Il y a aussi la méthode de Strelnikov, etc. Il y a énormément de méthodes de respiration et je vous laisse choisir la vôtre. Surveillez votre niveau de stress. Si vous avez observé quelconque tension, asseyez-vous et respirez. En seulement 7 à 10 minutes, vous vous rendrez compte que les choses s'améliorent. 7 à 10 minutes de respiration correcte suffisent à rétablir votre état d'équilibre. Il s'agit de ces mêmes 40 inspirations et expirations que nous pratiquons dans le Reiki. Et je pense que lorsque la science se met au service de la magie, c'est formidable. Le fait de surveiller son niveau de stress nous aide également à unifier le haut et le bas. Je vais m'expliquer. C'est l'équilibre entre les centres énergétiques du haut du corps et ceux du bas du corps. Et cet équilibre est très important en magie. Sinon, il se peut que le bas veuille aller, mais ne sache pas où, puisque c'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cocher sur notre chariot. Notre force est alors perdue, ou bien le haut veut, mais ne peut pas.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie. Il y a une intention, mais il n'y a pas d'énergie pour la matérialiser. En fait, l'esprit et la matière doivent être en harmonie. J'ai entendu parler du VFC lors d'une conférence sur la science de la nutrition, où l'on disait qu'il fallait surveiller son niveau de stress. Si nous ne parvenons pas à le contrôler, cela pourrait entraîner une détérioration significative de nos indices de bonne santé. Et notamment au niveau hormonal, ce qui pourrait par la suite détériorer notre capacité d'absorption d'éléments, de nutriments. Et là, bonjour la perte ou la prise de poids, le mauvais sommeil, le manque de vitamines, etc. Et bien sûr, bonjour la totale absence d'énergie et de motivation. En fait, notre corps fonctionne exactement selon les mêmes principes que notre psychisme. Mais attention, le stress psychologique n'est pas le même que le stress physiologique. Ce dernier s'accompagnera pas nécessairement d'une émotion quelconque. Le stress physiologique, d'un manque de sommeil, d'une mauvaise alimentation, de changement de saison, est en fait une chose beaucoup plus globale que le fait que votre petite amie ne vous a pas appelé au bon moment et que vous vous sentez mal, malheureuse à cause de ça. Parce que si votre petite amie n'a pas appelé, nous pouvons régler le problème dans notre tête et continuer à vivre. Mais le stress physiologique, lui, nous gêne réellement. Lorsque je parle d'état de relaxation en magie, je veux dire libération de toutes sortes de stress. Et lorsque j'ai commencé à surveiller mon état à l'aide de l'Apple Watch et à l'aide de l'application dont je vous ai parlé, j'ai clairement vu les effets du stress physiologique sur moi-même. Parce qu'il y a des états où je me sens abattue, fatiguée, sans énergie, mais en même temps, mon état psychologique va bien. Mon petit ami a appelé. Rien à dire, mais l'énergie me manque. Suivre, voir et réguler le stress physiologique à temps est très important. C'est très important pour la disponibilité de l'énergie, car nous manifestons nos intentions grâce à de l'énergie. Notez également qu'en fonction de votre état physique, vous réagissez différemment aux déclencheurs émotionnels externes. Trigger, comme on dit en anglais, c'est le terme utilisé par des psychologues. Par exemple, vous avez un rhume et que vous allez au travail avec ce rhume, avec de la fièvre, et que dans cet état, quelqu'un fait une blague sur vous, vous pouvez être facilement blessé. Vous pouvez même pleurer parce que cette blague fait mal à votre enfant intérieur qui, lui, a été blessé lorsque vous étiez petit. Vous pouvez crier sur la personne qui vous a fait cette blague au mauvais moment. Et si quelqu'un fait une blague sur vous alors que vous avez passé une bonne nuit de sommeil, que vous allez à la piscine tous les matins et que vous vous sentez en pleine forme, quelle sera votre réaction à cette blague? Elle sera totalement différente. Le trigger, ce petit déclencheur externe, ne provoquera pas autant d'émotions chez vous quand vous êtes en bonne santé que lorsque vous êtes en mauvaise santé. Depuis que j'observe mon niveau de stress, je me suis rendu compte que la réaction psychologique dépend beaucoup du niveau de stress et du niveau de bien-être physiologique. Et c'est très intéressant. Je vous recommande vivement de faire cette expérience. À la suite de ce que je viens de vous dire sur la relaxation, je vous propose de faire ensemble un exercice respiratoire. Même pas un exercice, je vous propose de respirer
simplement tous ensemble. Mais pas tout de suite. Avant, j'aimerais vous parler d'un autre sujet très important que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Et à la fin, nous allons respirer ensemble. Nous allons prendre le temps à la fin de cette session pour faire ces 40 inspirations et expirations propres et transformationnelles. Nous allons le faire aujourd'hui sans méditation parce que je veux que vous vous concentriez uniquement sur vos inspirations et vos expirations. Toute votre attention doit être concentrée sur la respiration. Parce que je veux que vous réalisez à quel point vos processus psychologiques dépendent des processus physiologiques. Et bien sûr, lorsque nous respirons correctement et que nous ajoutons à cela le bon texte de méditation, la bonne intention, et tout ça ensemble, c'est de la puissance, la force, des résultats. Mais aujourd'hui, je veux que nous respirions tout simplement afin que vous réalisez la puissance de l'influence des processus physiologiques sur notre état d'être. Un magicien est une personne qui se connaît bien. Mieux nous nous connaissons, mieux les pratiques magiques et énergétiques se dérouleront. Depuis que j'observe l'évolution des niveaux de stress physiologique, j'ai fait un grand pas en avant sur la connaissance de soi. Lorsque vous commencez à vous observer, remarquez ce que vous ressentez. Car la connaissance de soi peut être une expérience qui peut engendrer des protestations intérieures. En effet, il y a un risque de déterrer quelque chose de mauvais ou de déterrer un point trop douloureux. Cela m'est arrivé quelquefois dans des consultations de tarot. Lorsque je lisais un tirage et que le client se mettait en colère, après environ un mois et parfois même plus tôt, le client revenait vers moi avec des mots de gratitude. C'est juste qu'à ce moment-là, la réaction à la découverte du point douloureux était la colère. C'est une protection. La protestation intérieure peut se cacher derrière la colère, derrière la paresse, derrière la déprime, derrière toute émotion puissante, inattendue. Il n'est pas toujours facile de comprendre ce qui nous déséquilibre. Quelles sont ces situations qui font grimper notre stress physiologique? En vous observant, vous vous rendez compte à 100% que vous êtes une personne plus stressée que vous ne le pensiez. Il faut l'accepter, c'est ainsi. Ne vous reprochez en aucun cas à vos découvertes. Mettez-vous dans la peau d'un explorateur curieux qui doit être récompensé pour chaque découverte qu'il a fait. Ok, j'ai fini de parler de relaxation et de respiration. Nous allons revenir encore à la respiration à la fin de cette session et nous allons encore revenir à ce sujet lors des prochaines sessions puisque le sujet de relaxation et de respiration sont des sujets primordiaux. Aujourd'hui, je voulais également vous parler du pouvoir des noms en magie. En poursuivant le thème de la première session qui était le pouvoir de la parole. Nous avons déjà parlé de la nécessité de surveiller son discours, que ce que nous disons soit dépourvu des mots et des sons parasites. J'espère que vous avez déjà observé vos progrès pendant cette période. Je souhaite poursuivre ce thème en me concentrant sur les mots. Si vous vous remémorez les livres de fiction, et pas seulement, ou les films sur les magiciens, sur les sorciers, vous vous rendrez compte que l'idée de l'importance d'un nom s'y glisse souvent. On dit que si l'on connaît le nom d'une personne, on la possède.
Lors des initiations, un nouveau nom est souvent donné, qui est utilisé seulement entre les initiés. Un nom est quelque chose de sacré. Et cela est ainsi depuis la nuit des temps. Dans les pratiques magiques, si vous connaissez le nom d'une personne, vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur elle. Exercer une plus grande influence que quand vous ne connaissez pas son nom. Un nom est une sorte de cluster par lequel une personne peut être facilement retrouvée dans l'espace. J'aimerais vous proposer une pratique des noms qui vous montrera au niveau corporel à quel point les noms sont importants. Prenez votre téléphone, ouvrez-y le répertoire et voyez ce qui y figure. Comment votre homme préféré y est inscrit. Renommez-le en homme bien-aimé ou mari aimant. Comment votre fils, par exemple, est-il inscrit? Peut-être que votre fils, il a déjà 30 ans et qu'il ne devrait pas être inscrit comme mon petit garçon. Renommez-le. Ajoutez une signification à chaque nom dans votre liste de contacts en y associant une caractéristique que vous aimeriez voir chez elle. Si vous manquez d'amour de la part de quelqu'un, écrivez qu'il est aimant. Si vous manquez d'attention de la part de quelqu'un, écrivez épris de moi, prénom, ou intéressé par moi, prénom, ou intentionné. Écrivez quelque chose de bien, de louable, de gentil. Au lieu d'écrire roman énergéticien, écrivez roman meilleur énergéticien. Ou au lieu d'écrire réparateur d'ordinateur, écrivez expert en MacBook. Vous verrez, votre MacBook sera mieux réparé que la dernière fois. Ou encore, au lieu d'écrire patron, écrivez ami compréhensif. Un collègue que vous ne pouvez pas saquer, écrivez un ami dévoué qui m'aime. Prénom. Vous allez voir à quel point votre vision va changer à chaque fois que ce collègue vous appelle. Parcourez votre liste de contacts, trouvez 20 contacts significatifs pour vous et renommez-les. Cette pratique va d'une part changer votre point de vue et d'autre part modifier le champ d'information autour de cette personne. Observez, le changement sera perceptible assez rapidement. Par les noms, nous créons un flou. Alors faites en sorte qu'il s'agisse de bonnes énergies. Les noms nous permettent de nous connecter à l'espace. L'espace qui nous entoure est vivant et plein d'énergie. Et nous influençons cette énergie autant qu'elle nous influence. Ça va dans les deux sens. Essayez de nommer les objets qui vous entourent également. Vous n'avez pas d'armoire, mais vous avez Jean-Pierre Gaultier. Vous n'avez pas d'aspirateur, c'est Didier. C'est une pratique assez amusante. Faites ça comme un jeu d'enfant. Nous affinons notre perception de notre espace. Nous centrons notre attention sur les objets qui nous entourent. Nous leur accordons de l'importance. L'objet dans notre vie s'anime et commence à se comporter différemment. Prenez aussi 20 objets de votre maison et donnez-leur un nom. Ordinateur, réfrigérateur, aspirateur, machine à laver, armoire, table, veste préférée, etc. Vous remarquerez très vite à quel point le fait de communiquer ainsi avec l'espace vous permet de mieux l'entendre. C'est grâce à ça, en créant une communication avec votre espace, que vous allez savoir lire les signes.
Lorsque j'ai essayé cette pratique pour la première fois, il y a environ 20 ans, j'ai lu cette pratique dans un livre sur les signes de l'univers. Je me souviens qu'après la première application, j'ai été stupéfaite de voir la réponse à la question que j'avais posée récemment ou sur un panneau publicitaire. C'est ainsi que l'espace a communiqué à l'époque avec moi. Et depuis, ça s'est répété plusieurs fois. J'attends vos histoires dans les commentaires de la vidéo de la première session. J'attends vos histoires avec impatience. Parce que cette pratique semble un peu ridicule, mais elle est très efficace. Et ceux qui l'appliquent réellement verront à quelle vitesse l'espace commence à répondre et à communiquer avec vous. Par exemple, mon frigo italien s'appelle Federico Fellini. Le mixeur, Jackie Chan. Ma coupe en cristal préférée s'appelle Leonardo. La table de chevet vintage s'appelle Mr. Sherlock Wood, etc. Notre capacité à négocier et à communiquer avec l'espace dépend de la mesure dans laquelle nous le considérons comme une entité vivante et animée. C'est très important, écoutez bien. Notre capacité à négocier et à communiquer avec l'espace dépend de la mesure dans laquelle nous considérons l'espace comme une entité vivante et animée. Que signifie négocier avec l'espace? Je vais vous donner un exemple. Une fois, mes amis et moi sommes allés dans les montagnes d'Altaï, en Russie. C'était un printemps très précoce, c'est-à-dire qu'il y avait encore de la neige dans les montagnes et nous y sommes allés sans vêtements de saison. Dès qu'il y a du soleil, il faisait beau. On s'est dit, on n'en a pas pour longtemps. Nous y sommes allés pour nous amuser. On aime bien marcher dans les montagnes, faire de belles photos, découvrir de nouveaux horizons. Et il s'est avéré que nous sommes enfoncés trop profondément dans les montagnes. Nous nous sommes retrouvés sans réseau, gelés. On avait très faim. En plus, on n'avait plus rien dans le panier du pique-nique. La nuit tombait, il faisait très froid. Et à cause du temps couvert et brumeux, nous ne savions pas exactement dans quelle direction se trouvait notre gîte. Et pour être honnête, nous avons tous paniqué. Ça arrive parfois dans les montagnes que le groupe perd le sens d'orientation. Ma copine et moi avons immédiatement commencé à demander à l'espace de nous envoyer un guide. Et comme par hasard, deux chiens sont passés devant nous en courant et nous avons eu la bonne idée de les suivre. 1 heure plus tard, nous nous sommes retrouvés dans une zone habitée, d'où nous avons été conduits en voiture jusqu'à notre gîte. Depuis, chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays ou dans une nouvelle vie, je le salue. Je lui envoie un compliment. Je cherche quelque chose de beau chez lui et je le lui dis. Et un ami m'a récemment envoyé une vidéo d'un humoriste américain. C'était un sketch de 2 minutes. Cet humoriste disait que la croyance en Dieu n'est pas une chose sur laquelle nous voulons nous tromper. Parce que imaginez, vous mourrez et Dieu apparaît devant vous et vous n'avez pas cru en lui en cours de votre chemin de la vie. Et ce serait une très, très mauvaise nouvelle pour vous. Il en va de même pour l'espace. Alors, même si vous êtes sceptique, tirez les bonnes conclusions et essayez tout ce que je suis en train de vous suggérer. Faites un test pendant 1 semaine et vous prendriez vos décisions à l'issue de cette expérience, à l'issue de ce test. Vous savez, il y a des personnes qui communiquent avec des plantes. L'effet de ces discussions est avéré. Souvenez-vous des expériences avec des fleurs qui se fanent lorsque leur propriétaire leur crie régulièrement dessus et qui, au contraire, fleurissent et restent en bonne santé lorsqu'on leur parle doucement avec amour. Vous vous en souvenez? Mais alors,
Pourquoi personne ne salue la forêt lorsqu'on y entre? Ou une ville quand on y arrive? Ou une pierre ou une montagne? Lorsque vous commencez à admettre l'idée que tout ce qui vous entoure est vivant, la vie commence à changer subitement et parfois même très rapidement, voire de manière choquante. Tout ce qui nous entoure est énergie et information. En rentrant en contact avec eux, vous recevez énergie et information. Vous pouvez communiquer avec les objets qui vous entourent. Vous pouvez donner des noms et vous pouvez les toucher doucement en pleine conscience. D'une part, cela développe vos capacités psychiques et d'autre part, cela envoie le bon message à l'espace. Un message d'attention à son égard. Ce qui est bien sûr s'applique également à vous-même. Vous envoyez des bonnes ondes dans l'espace et il réplique vos bonnes intentions sur vous. Le respect des choses inanimées m'est apparu lorsque j'ai commencé à faire de la lithothérapie. Lorsque nous travaillons avec des pierres, ce respect de l'espace et des choses inanimées vient naturellement. Parce que même si les minéraux ne sont pas des êtres vivants, ils sont très beaux et ils nous influencent beaucoup. Tout ce dont je vous parle maintenant, ce sont des processus importants qui permettent à la fois de se détendre, de développer ses capacités de concentration, de pleine conscience et de s'approprier l'espace. En fait, lorsque nous parlons de l'esprit du réfrigérateur, de l'esprit de l'ordinateur, de l'esprit de la voiture, de l'esprit de l'appartement, il s'agit toujours d'espace informationnel. Rappelez-vous, lorsque vous entrez dans une ambassade d'un autre pays, vous constatez à quel point l'atmosphère est différente. Rappelez-vous à quel point cet égrégore informationnel est unique. Tout est information autour de nous. Chaque objet existe sur un plan matériel, sur un plan énergétique, sur un plan informationnel. Mes chers, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je l'ai dit. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous laisse faire les exercices. Ils sont très importants. Je vous laisse écrire vos commentaires, vos histoires dans les commentaires à la première session. J'ai hâte de les lire. Maintenant, je vous invite à respirer en pleine conscience. Ne faites rien d'autre. Ne pensez à rien d'autre, sauf à la façon dont l'air circule dans votre corps. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Faites 40 inspirations et expirations pour comprendre le pouvoir de votre respiration. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau physiologique, vous avez un potentiel énorme. Curieusement, il y a encore des personnes parmi nous qui n'ont jamais vécu une telle expérience. Et je veux que vous ayez tous cette expérience avant de passer à la suite. Préparez-vous donc à respirer et à ne rien faire d'autre que respirer. Vous et moi allons faire 40 cycles d'inspiration et d'expiration. Nous allons le faire lentement, simplement. Si vous le souhaitez, vous pouvez retenir votre souffle lors d'inspiration et expirer après une pause. C'est aussi très bien pour la relaxation. Nous essayons de détendre notre corps et nous le détendons encore plus à chaque expiration. Nous concentrons notre attention sur le corps, sur les parties du corps traversées par l'air et nous observons notre corps se détendre de plus en plus à chaque expiration. Je vais maintenant compter mentalement les inspirations et les expirations de 1 à 40.
Vous pouvez ou non le compter, c'est comme vous voulez. Et avant de commencer à respirer, je vous suggère de mémoriser votre état, de scanner votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos pieds et dans vos genoux? Comment vos hanches et votre estomac, vos reins, parce que les tensions s'accumulent souvent dans les reins. Vous pouvez même les toucher pour mieux les ressentir. Les reins sont responsables de la production d'hormones de stress. Observez si votre poitrine est détendue ou non, si vos épaules sont levées, si votre cou est tendu, si votre mâchoire, votre front, vos racines des cheveux sont tendues. Notez autant de détails que possible sur votre état actuel afin de pouvoir constater la différence après la respiration. Si vous êtes occupé à faire autre chose en ce moment, ne commencez pas cette pratique. Mettez la vidéo sur pause et revenez quand vous aurez terminé ce que vous faites maintenant. Quand vous pourrez vous adonner pleinement à votre respiration pour vous rendre compte de la différence entre votre état d'avant la respiration et celui d'après, vous avez besoin de toute votre attention. Toutes les pratiques magiques et même les pratiques préparatoires demanderont votre attention tout entière. Alors, apprenez dès maintenant à concentrer toute votre attention sur une seule chose à la fois. La pratique de la magie ne doit pas être réalisée en même temps que d'autres activités. La magie n'est pas une histoire de multitâches. C'est parti.
Après 10 minutes de respiration en pleine conscience, certains processus se mettent en marche dans votre corps. Certains d'entre vous commencent à bâiller. Si vous commencez à bâiller que vers la fin, recommencez cette pratique de nouveau. Cela signifie que les 7-10 minutes, les 40 respirations qu'on vient de faire, vous ont seulement donné la permission de vous détendre, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait détendu. Certaines personnes se sont détendues, quelqu'un au contraire s'est réveillé, quelqu'un a eu chaud ou froid. Un changement de température nous indique que l'énergie commence à circuler de manière différente à d'habitude. D'ailleurs, si vous vous apercevez que vos pensées vous ont amené ailleurs et qu'au lieu de vous concentrer sur votre respiration, vous commencez à rêver, à vous souvenir d'une situation, à ruminer, à penser à quelque chose, je vous conseille d'accompagner vos inspirations et expirations par les mots dites mentalement, inspirez et expirez. J'inspire et j'expire. J'inspire. Je prononce le mot j'inspire mentalement quand j'inspire et quand j'expire, je prononce j'expire. Dites ces deux mots pour vous occuper l'esprit afin qu'il ne s'envole pas. Il faut se concentrer sur la respiration. C'est pourquoi moi j'aime compter les inspirations et les expirations car lorsque nous comptons, lorsque notre attention est concentrée, sur le comptage, elle ne peut pas être quelque part ailleurs en même temps. C'est maintenant que je vous dis à samedi prochain. Prenez 40 inspirations et expirations conscientes chaque jour pendant cette semaine et notez votre état avant et après ces 40 respirations. Renommez minimum 20 personnes dans votre répertoire téléphonique et donnez des noms à vos objets préférés qui vous entourent. Pareil, minimum 20. Dites bonjour et parlez même à tout ce qui est inanimé. Observez ce qui se passe et notez-le dans votre carnet. Je vous embrasse tous. À samedi prochain.